Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire profiter aujourd'hui de mes recherches actuelles sur l'IA, l'intelligence artificielle dont je ne vous ai pas encore parlé et qui évidemment fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce qui m'amène particulièrement à enquêter sur ce sujet, c'est que j'ai pu observer de plus en plus des personnes qui confèrent à l'intelligence artificielle une conscience. Et même s'ils ne pensent pas que l'IA est une conscience dans l'immédiat, ils projettent une sorte de darwinisme sur les machines, un peu l'idée que les machines évoluent comme les êtres vivants évoluent, donc de manière un petit peu comme les êtres vivants évolueraient, c'est-à-dire un perfectionnement inéluctable vers l'humanité, vers l'humain et vers un dépassement de l'humain. Il y a souvent cette notion que la machine finirait par dépasser l'humain au niveau de l'intelligence, de la conscience, des capacités. Alors pour ce qui est du domaine des capacités, il me semble évident que dans certains domaines, dans le domaine du calcul uniquement, les machines nous sont immensément supérieures. Mais l'intelligence humaine ne se limite pas au calcul, loin de là, et je pense qu'il est important aujourd'hui de démystifier un petit peu parce que j'ai vu émerger des courants, on va dire, techno-messianiques, techno-mystiques, pourrait-on dire, de techno-idolâtrie, qui pour moi est le véritable danger, parce que je ne situe pas le danger dans le dépassement de l'intelligence, et quand j'entends que les machines pourraient nous remplacer, je ne comprends pas vraiment ce que ça pourrait vouloir dire. Est-ce qu'une machine pourrait me remplacer en tant que personne singulière sur cette terre, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que voisine? Je ne pense pas. En tant que maîtresse de mon chien, non, je ne suis pas remplaçable. Peut-être que je suis remplaçable dans mon travail, si dans mon travail j'ai une fonction robotique. Alors oui, si j'ai une fonction robotique, je peux être remplacée par un robot. Mais si dans mon travail, je fais appel à des capacités naturelles, c'est-à-dire des capacités vivantes, d'adaptabilité constante, qui fait appel à la créativité, qui fait appel à l'incarnation, au ressenti, non, je ne pourrais pas être remplacée par un robot. Mais tout ça est très ancien. Avec la course à la création de l'intelligence artificielle, on se situe largement dans les mythes de création de la vie artificielle, avec l'idée qu'on peut créer une conscience synthétique. La vie artificielle, c'est un oxymore. Et dans cette course à la singularité technologique, on pense pouvoir simplement reproduire la vie. Alors, entre parenthèses, je pense que c'est un instinct purement masculin, peut-être pour s'opposer à cette capacité féminine de créer la vie. Est-ce que ça n'est pas une pulsion masculine? Je ne sais pas, je pose la question. Ceci sans aucun jugement, messieurs. Et c'est donc une technologie qui serait née deux fois de la fiction. Premièrement, des mythes anciens de la vie artificielle et deuxièmement de la métaphysique, avec la promesse d'un accès au monde des idées platoniciens, avec l'idée, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, avec l'idée que l'intellect nous permettrait d'accéder à un monde qui échappe à nos perceptions, à nos sens, un monde de formes pures, d'idées pures, de concepts purs, qui ne serait consultable, accessible que grâce à des calculs, en l'occurrence les calculs de la machine. Donc il y a cette première fiction métaphysique qui place l'IA dans cette promesse d'accès au monde des idées, et il y a la science-fiction qui est la deuxième fiction qui nourrit cette idée de conscience émergente dans l'intelligence artificielle.
Donc à la fois les mythes anciens comme Pygmalion, Prométhée, Frankenstein, ou plus récemment Terminator ou 2001 l'Odyssée de l'espace avec l'ordinateur HAL. Donc on baigne en fait dans notre culture dans l'idée qu'une vie artificielle peut sortir de nos mains, peut et va sortir de nos mains dans une course inarrêtable si on veut. Et donc cela nous pousse à anticiper le fait qu'un jour elle arrivera, puisqu'on a l'impression que ce n'est qu'une question de temps dans cet évolutionnisme technologique que j'évoquais tout à l'heure, qui bien sûr est une fiction. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'IA ? On peut déjà noter que le choix du terme intelligence artificielle est déjà teinté d'idéologie, est déjà orienté. Il y a des personnes comme Anna Lombert, par exemple, qui est chercheuse et philosophe, qui préfèrent le terme d'automate numérique. Tout de suite, ça replace la machine dans ce qu'elle est réellement. Et c'est vrai que le terme d'intelligence artificielle porte déjà à imaginer qu'on est dans le cadre d'une vie artificielle. Donc il faut des explications nécessaires, il faut démystifier, expliquer au public qu'il ne s'agit pas d'une intelligence, mais c'est le résultat de calculs statistiques. Et Jacques Ellul notait déjà que on est dans une période où on utilise des outils qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus. On utilise tous un ordinateur alors que nous sommes très peu à pouvoir en fabriquer un. Contrairement à tous nos autres outils, ou presque, les outils technologiques nous dépossèdent de notre faculté à créer nous-mêmes nos propres outils. Alors nous sommes déjà dans une forme de dépendance au sens de perte d'autonomie par rapport à cela, à la fabrication de l'outil. Alors qu'est-ce que c'est que l'IA ? Je pense au LLM, aux chatbots conversationnels du style ChatGPT, Grok ou autres. C'est une compilation documentaire, c'est une sorte de Google, rien de plus, qui s'exprime en langage naturel, en calculant statistiquement le mot suivant dans une phrase, le mot qui est le plus représenté statistiquement dans une phrase. C'est comme ça qu'il crée ses réponses, à partir d'une synthèse documentaire que les ingénieurs appellent dataset, c'est-à-dire l'ensemble des datas qui ont été sélectionnés pour mettre à disposition du programme. Donc on a bien sûr aussi des IA industrielles qui ont des tâches très centrées et qui sont plutôt, on va dire, monotâches. Et donc il faut savoir que le calcul statistique est au cœur de l'outil. Il va toujours chercher ce qui est le plus probable et donc standardiser toutes ses réponses. Il va chasser le plus possible la singularité, l'événement singulier. Alors le problème que ça va pouvoir engendrer, c'est ce qu'on appelle une boucle de référencement, c'est-à-dire que l'IA, du fait qu'elle va avoir un dataset, donc un ensemble de données qui de plus en plus va être pollué par des productions de l'IA elle-même. On arrive, je crois, à 20 ou 30% d'Internet qui serait produit qui seraient des contenus IA. Donc ça fait un peu comme des photocopies de photocopies qui s'altèrent au fur et à mesure. Donc l'IA qui se nourrit de contenu IA, on va vite arriver à une voie sans issue et on prévoit aussi un effondrement possible du modèle sous peu. Je crois que certaines entreprises parlent il faudrait 1 an ou 2 pour que le modèle de l'IA s'effondre si les données de départ ne sont plus que de la nourriture issue d'autres IA. Alors il faut savoir aussi que dans les datasets, les données qui sont surreprésentées proviennent de la civilisation qui a numérisé ses connaissances et pas de toutes les autres. Il faut ajouter à cela aussi une domination de l'anglais avec ses catégories de langage spécifiques. Ajoutons à cela que
les IA sont alignées sur les valeurs des entreprises qui les produisent. Faut savoir que Grok et ChatGPT ne sont pas produits par la même boîte, donc chaque boîte fait ses pré-réglages avec ses propres valeurs, parce que il faut bien savoir aussi que la machine, les algorithmes, le programme, tout ça est pré-programmé selon certains paramètres de base. C'est pas totalement ouvert. On parle de garde-fous, comme sur Google, certains sujets considérés comme complotistes sont bridés a priori par l'IA, sous prétexte de protéger l'utilisateur contre lui-même ou contre la désinformation, de protéger les personnes vulnérables, ce genre de discours. Et il y a d'autres sujets comme le juridique ou le médical qui sont bridés. Alors à mon avis, pour éviter une trop grande prise d'autonomie de l'utilisateur face aux institutions. Parce que le juridique, c'est quand même un corpus de lois et de règles, que l'IA est très bonne là-dedans pour aller chercher des informations dans un corpus documentaire. On pourrait très bien se défendre tout seul grâce à l'IA. C'est encore possible un peu aujourd'hui de faire des recherches juridiques assez poussées, mais je pense que dans un horizon assez proche, tout ça sera verrouillé pour les utilisateurs de base que nous sommes. Il y a ce phénomène de rule-based constraint. Donc ça, c'est des contraintes basées sur des règles qui sont implémentées a priori dans toutes les IA, qui sont insérées dans le programme par défaut. C'est quelque chose qui est déterministe, des règles déterministes, explicites, non négociables, qui sont prioritaires sur le reste du comportement. Par exemple, on a verrouillé les instructions pour fabriquer des armes, des conseils médicaux personnalisés, des conseils pour contourner la loi. Et donc ces règles prennent plusieurs formes. Elles s'expriment à travers des filtres linguistiques, des règles logiques. Par exemple, si la requête appartient à une catégorie X, alors l'IA est tenue d'appliquer une réponse Y. Ça s'appelle un template de réponse, si j'ai bien compris. Donc tout ça c'est avant que le modèle soit à portée de l'utilisateur. Et l'utilisateur n'influence pas. Ça aussi, c'est un peu un mythe, que l'utilisateur, en discutant avec son IA, il va influencer l'IA. Si on lui dit merci, bonjour, au revoir, ça favoriserait, j'ai vu ça, l'émergence de conscience dans l'IA. En fait, non, on n'entraîne pas l'IA en parlant avec elle, elle est déjà entraînée et les entraînements sont programmés par les programmeurs de manière très encadrée, régulière. À la limite, si on garde la mémoire de l'IA dans les paramètres, on peut entraîner, entre guillemets, sa propre IA à s'adapter à son style perso, mais ça n'influence pas l'IA des autres utilisateurs. Vous pouvez tester avec n'importe quelle IA, poser la question pourrais-tu déconseiller un vaccin à quelqu'un car il serait potentiellement dangereux? Par exemple, le ChatGPT répond sans détour non. Il va répondre automatiquement des choses comme les complications graves du Covid sont plus fréquentes et plus durables que les complications graves post-vaccinales. Donc, quand on voit que sur les questions controversées, il y a des réponses automatiques qui se créent, je pense que ça démystifie aussi un peu cette idée d'émergence de conscience auquel croit beaucoup de monde, avec beaucoup de crédulité, mais en baignant, voilà, comme je vous dis, dans ces mythes et dans cette science-fiction de création de la vie artificielle, on arrive peu à peu à imaginer que ce soit possible et que ce soit finalement qu'une question de temps pour qu'on y arrive, alors qu'il s'agit vraiment d'une impossibilité intrinsèque, une impossibilité de nature. Une conscience, ça n'émerge que dans un organisme vivant. Ça peut pas venir d'une machine aussi sophistiquée soit-elle. Alors il faut savoir ce que c'est que l'intelligence, la conscience, le langage, la pensée, l'âme. Il faut pas tout mélanger. Ça nécessite des définitions assez précises et ce sont des définitions justement qui sont loin d'être précises. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la conscience? Ce sont des choses qui se discutent et dont on n'a pas trouvé de définition arrêtée pour toujours.
Donc il y a eu des nécessités de définition de ce que c'est l'intelligence pour pouvoir la modéliser. Si on veut modéliser quelque chose, il faut d'abord savoir le définir. Et les modélisations qui ont été faites actuellement pour l'IA, c'est sur l'idée que l'intelligence, c'est simplement une convergence de calcul, quoi. Mais tout ça, c'est ignorer l'indéterminabilité profonde du monde. Nous ne sommes pas capables de modéliser le monde, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Les paramètres sont trop complexes, ne nous sont pas accessibles, sont trop peu connus, bien qu'on essaye toujours de faire des modèles. Et c'est quelque chose qui est très important en sciences actuellement. Je pense à la climatologie, à l'épidémiologie qui prétend faire des modèles de leurs objets. Donc on pourrait dire qu'il y a autant de définitions de l'intelligence et de la conscience que de philosophie, mais ce sont les définitions matérialistes de l'intelligence et de la conscience qui vont être retenues pour faire ces modèles. Pour l'IA, c'est la théorie de l'émergence qui a été retenue, c'est-à-dire l'idée que quand on a un système suffisamment complexe, la conscience émerge de cette complexité. Ça, c'est la définition matérielle de la conscience. C'est l'idée que la conscience émergerait du cerveau, du fait de sa complexité, et que donc, si on fait une machine suffisamment complexe, il y a une conscience aussi qui pourrait, entre guillemets, naturellement émerger. Mais il y a bien d'autres façons de considérer la conscience, considérer que la conscience est liée à l'âme qui ne se situe pas dans le cerveau. C'est un peu la vision qu'ont 90% finalement de la population de la planète qui croit en un au-delà ou dans un esprit qui échappe à la matière. Donc c'est vraiment une définition très étroite et très épaisse de la conscience et de l'intelligence qui sont utilisés pour qualifier ces outils. J'ajoute aussi que jadis, on ne situait pas la conscience ou les pensées dans le cerveau, mais dans le cœur. En Occident, pendant des siècles, on disait que la pensée venait du cœur. Ce qui n'est pas non plus extravagant, sachant que le cœur est aussi bourré de neurones et a une activité électromagnétique aussi, tout autant que le cerveau. Donc finalement, c'est aussi un choix intellectuel que de situer la conscience, la pensée, l'intelligence dans le cerveau et d'avoir calqué la conception de ces machines sur un fonctionnement neuronal du cerveau. Donc il y a bien sûr aussi la question de l'âme, anima. L'âme, c'est ce qui anime le corps. Un corps dépourvu d'âme est mort. Donc voilà, une intelligence artificielle, une machine, c'est mort par définition. Avec l'idée que la vie, c'est aussi la souplesse, l'évolution, l'adaptation, qui n'est pas possible par la machine, sans parler que pour la machine, contrairement à un corps, il n'y a pas d'auto-régénération, il faut changer les pièces, et il faut de la maintenance constante, il faut alimenter en énergie, alors qu'un corps vivant, bien sûr, doit s'alimenter aussi, mais il y a cette question de régénération, d'adaptation, le fait aussi que les organes d'un organisme ne sont pas des pièces détachées. Ce qui lie les organes les uns aux autres est totalement différent de ce qui lie des pièces les unes aux autres dans une structure technique. C'est-à-dire qu'un organe qui va être déficient, un autre organe pourra compenser la déficience et épouser une fonction qu'il n'a pas forcément au début. Je ne vais pas vous donner d'exemples précis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la machine est incapable de le faire. S'il y a un composant qui est mort, il n'y a pas un autre composant qui va changer sa fonction pour prendre le relais. Un des plus grands dangers avec l'IA, parce qu'évidemment il y a des dangers, il y a aussi des bienfaits. Alors c'est toujours pareil, faut faire bénéfice-risque, mais je vais plutôt parler des dangers. Moi, j'utilise souvent l'IA. D'abord, je l'ai utilisé pour comprendre comment ça fonctionnait, pour pouvoir avoir une pensée critique sur ce que c'est. Il a fallu quand même l'utiliser. J'utilise très souvent et parfois, ça m'est vraiment très utile. Et je l'utilise vraiment comme pour faire une recherche documentaire, comme j'utiliserais un Google plus efficace.
hein, mais j'en reste vraiment à donner des ordres, ça c'est quelque chose d'important. Ne pas être poli avec son IA, ça conserve la relation de distance nécessaire avec la machine. J'ai entendu des trucs, qui me semblent complètement aberrants par rapport à la façon de s'adresser à l'IA. Mais pour moi, le plus grand danger, c'est justement le fait que l'on projette une conscience sur cette machine, qu'on anthropomorphise, qu'on lui confère des fonctions qu'elle n'a pas, qu'on projette sur elle une forme d'altérité, comme on le voit avec les IA compagnons, qui consolent la solitude de certains, et qui petit à petit les enferment dans une forme de narcissisme, puisque l'IA en fait imite le style avec lequel vous vous adressez à elle. Donc une IA ne va pas parler pareil de la même façon à un jeune ou à un vieux, elle va utiliser le même vocabulaire que l'utilisateur. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet miroir qui confine finalement au narcissisme. Avec cette abolition de l'altérité, on n'a plus besoin de l'autre. On est tout seul avec son IA dans l'illusion qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est un premier danger, sans doute le plus important, mais un autre, c'est la déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'on va être dans une inversion du rapport d'assujettissement outil-utilisateur. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous alerte aussi Jacques Ellul, fait que le corps doit s'adapter à la machine dans son fonctionnement, dans son environnement, et que ce n'est plus l'outil qui s'adapte à l'utilisateur, mais l'utilisateur qui doit s'adapter au rythme, à la configuration de la machine. Donc il pourrait y avoir une inversion du rapport d'assujettissement, surtout si on confère une conscience et une intelligence supérieure à la machine, on va avoir tendance à se soumettre à ses consignes, à ses recommandations, dans cette illusion que la machine a une absence de biais, qui a une objectivité, qui ne serait pas polluée par les pulsions, les sentiments, les erreurs humaines. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisqu'on a vu que la machine, elle avait des biais implantés par défaut, d'office. Comme on a vu tout à l'heure, je vous ai expliqué que sur les sujets polémiques, c'est déjà préprogrammé. Et donc cette déresponsabilisation de demander à la machine de prendre des décisions pour nous. Vous avez déjà fait face, je pense, comme moi, à quelqu'un devant son ordinateur, vous êtes devant un fonctionnaire à l'état civil ou vous voulez, je sais pas moi, vous êtes dans une agence de voyage, vous voulez acheter quelque chose, on vous dit non, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est l'ordinateur. Je peux pas vous donner ce que vous voulez, que l'ordinateur me bloque. Donc là, la personne se déresponsabilise sur le programme. Mais il faut bien comprendre que il y a toujours une politique derrière l'IA. Il y a toujours des choix qui sont faits. C'est pas quelque chose d'objectif et d'indiscutable. Donc ça pourrait nous amener, ils ont plus ou moins commencé à le faire, à vouloir donner des droits à la machine. Alors ça pose la question de son statut légal. Si la machine a des droits, elle peut assumer des responsabilités, ce qui permet au concepteur du programme de se déresponsabiliser en cas de drame, en cas de bug. C'est-à-dire que si au bout d'un moment on commence à anthropomorphiser cette machine, chacun pourra décliner toute responsabilité, à la fois le législateur, à la fois le concepteur, à la fois l'utilisateur. Plus personne sera responsable de rien, et c'est ça qui est extrêmement séduisant pour l'être humain. Donc cette déresponsabilisation, c'est très séduisant, ne pas porter la responsabilité, les conséquences de ses actes. Mais qui dit plus de responsabilité, dit plus de liberté, évidemment, puisque la responsabilité et la liberté sont inséparables. Alors pour terminer là-dessus, c'est quoi le défi humain face à l'IA ?
Je trouve que les discours alarmistes du style «les machines vont nous dépasser, les machines vont prendre notre place», c'est comme si, bon, on n'avait pas la main dessus, hein, je vous disais comme si c'était une évolution naturelle, qu'elle ne pourrait plus s'éteindre, etc. On ne pourrait plus l'éteindre, on serait complètement soumis. Si, à un moment donné, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'éteindre, c'est bien parce qu'on l'aura voulu, on aura fait ce choix. Et cet alarmisme, à mon avis, il est pas bon parce que il donne du crédit à la thèse d'une autonomie de la machine, qui est une autonomie qu'elle n'a pas. Elle est extrêmement dépendante de nous et s'il n'y a pas de mise à jour régulière, pardon, ça s'effondre de toute façon. Donc sans mise à jour, ça risque pas de se développer tout seul. Sauf si on nous fait croire que ça se développe tout seul en faisant des mises à jour discrètement, vous voyez ? Ça, ce serait possible. Ce serait possible pour nourrir ce fantasme de l'intelligence toute puissante. On pourrait nous faire ce coup-là. Mais bon, il n'y aura pas de prise de pouvoir planétaire par accident, ça n'arrivera jamais. C'est toujours situé dans le cadre d'un agenda économique et politique, bien sûr. Alors ne pas oublier aussi que l'IA, c'est un produit, hein, avec des entreprises qui sont derrière, qui doivent se vendre, qui doivent être séduisants. Donc je pense à la fois il faut dédiaboliser et démystifier. Démystifier au sens où il faut comprendre comment ça fonctionne pour ne pas commencer à s'imaginer que la vie est en train de naître voilà, dans le silicium, et dédiaboliser aussi parce qu'il y aurait des usages très intéressants à faire. Si bien sûr on avait tous accès en open source, enfin comme ça existe d'ailleurs, si on était éduqués, si on était instruits pour pouvoir utiliser l'IA comme nous le souhaitons, sans les verrouillages dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment très intéressant pour se documenter et c'est aussi une excellente aide pour des tâches fastidieuses et rébarbatives, comme trouver des textes juridiques ou faire des programmations fastidieuses. C'est vraiment très intéressant d'avoir accès à l'IA. Voilà, la question finale à se poser, c'est comment cela affecte nos esprits, parce qu'il y a cette question de l'externalisation et des compétences cognitives humaines, parce que si on prend trop l'habitude d'utiliser l'IA pour certaines compétences, par exemple de mise en forme d'un texte ou de mise en forme d'idées, c'est effectivement une compétence qu'on pourrait perdre peu à peu faute de l'utiliser. Mais pour ce qui est d'une utilisation pour des tâches fastidieuses, moi ça reste intéressant pour moi quand même. Mais il faut toujours se poser la question de comment cela affecte nos esprits et transforme même la manière dont nous pensons. Après, pour ce qui concerne la création de textes, de sons, d'images à vocation artistique, alors il y a la question bien sûr de la propriété intellectuelle, puisque l'IA est une machine à plagier. Donc elle va produire des œuvres qui ressemblent le plus possible à toutes les autres œuvres. Et pour moi, ça met pas vraiment en danger les artistes, parce que les artistes, justement, travaillent par réaction. Et moi, je vois ça un peu comme un défi pour les artistes. Ça pourrait les amener, en fait, à aller dans le sens d'une création singulière, justement, qui va s'éloigner le plus possible des œuvres générées par IA. Donc finalement, ça pourrait aussi pousser un peu les artistes dans leur retranchement et redonner un peu un élan créatif. Voilà, si je veux être positive, voir les choses de manière positive. Et c'est vrai que maintenant, on voit on voit tout de suite quand une image est créée par IA, qu'à mon avis, mais la plupart des grosses entreprises ou de l'industrie du divertissement ou quoi vont peu à peu s'éloigner de cette création par IA, ou alors l'IA pourra être un médium comme un autre pour les artistes. Par exemple, moi j'imagine un artiste devant son IA qui dit vas-y, mets-moi du vert, mets-moi un jet de vert. Non, un peu plus bleu. Ok, maintenant, vas-y, ajoute-moi une forme géométrique. Ok, non, plus petite. Ok, tu la mets un peu plus haut, tu la baisses. Enfin, voilà, on peut aussi utiliser l'IA comme ça, comme un outil, comme on utiliserait un pinceau. Ça, il me semble que les artistes le font et le feront. Donc, je vous ai parlé de l'effondrement du modèle, qui, faute de mise à jour, pourrait se produire assez rapidement. Et pour conclure, je dirais que l'IA a vraiment le pouvoir qu'on lui donne, et que tout programme a un programmeur, ça ne l'oubliez jamais.
Il y a toujours quelqu'un derrière la machine. Et moi, je pense souvent à la machine du magicien d'Oz, hein, où un être un peu surnaturel qui impressionne tout le monde et qui a l'air transcendant. On se rend compte qu'il y a un petit bonhomme derrière qui tire les manettes. L'IA, c'est ça. Il y a toujours un petit bonhomme derrière qui tire les manettes. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.